Salut Charles, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Euh, on a déjà une personne en ligne, au moins, c'est pas mal. Écoute Oh, Charles, ça commence comme ça. ouais, c'est ça, je te remercie beaucoup Charles d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour discuter de transformation numérique. T'as un bagage puis un passé qui est vraiment intéressant pour moi parce que tu viens un peu d'un autre domaine puis je pense que ça va être intéressant pour nous puis notre audience d'échanger là-dessus. Juste un rappel, évidemment, on encourage tout le monde à intervenir, là, à poser vos questions dans l'espace des commentaires que vous voyez probablement là ou là, tout dépendant du type d'appareil que vous utilisez. Euh, on a un 15 ou 10 à 15 secondes de différé, fait que euh, dans le fond, ça se peut que ça prenne quelques secondes pour nous avant de vous répondre, puis que vous perceviez, en fait, vous voyez nos réponses, mais n'hésitez pas. Un rappel que dans le fond, ces séances en live là qui n'ont pas de nom, pour tout de suite, je suis toujours embêté. Puis d'ailleurs, si vous avez des suggestions pour nous, lâchez-vous lousse. Dans le fond, ce qu'on veut, ces échanges-là, ça porte vraiment sur la transformation numérique des entreprises. On veut vraiment avoir des échanges entre acteurs de l'industrie, que ce soit des professionnels comme Charles qui offrent des services à des entreprises, mais ça peut être aussi des gens qui sont en opération dans les compagnies et qui ont vécu ou qui s'embarquent dans une transformation numérique, qui sont intéressés à partager avec le public leurs expériences. Alors écoute Charles, bienvenue, puis je te laisse pour ouvrir le bal, dans le fond, je te laisse peut-être te présenter ton parcours. T'es né où? En fait, t'es né où? Tu sais, c'est quoi ton background? Qu'est-ce que t'as fait? Puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la transformation numérique? Super, ben merci Simon de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. C'est tout le temps le fun de partager avec des acteurs du milieu. En fait, moi, je suis un petit gars de Victo, donc des Bois-Francs. Je viens vraiment d'un monde différent. Je viens pas des TI à la base. Là. Je suis pas un programmeur ou un informaticien. Le début de ma carrière, ben, en fait, j'ai fait mes études en archéologie et en anthropologie OK. sociale. Donc, c'est vraiment un autre monde, en fait, et je me destinais à faire de la coopération internationale. Ah C'est ce que bon? j'ai fait pendant un bon 2 ans. Et c'est là que j'ai touché à la gestion documentaire la première fois parce que notre premier mandat, ça a été de mettre sur pied une école, en fait, un centre de documentation dans une école pour enfants de la rue au Guatemala. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. OK. Et après 2 ans, en fait, les perspectives d'emploi à cette époque-là en coopération internationale n'étaient pas optimistes, en fait. Ce que ça a fait en sorte, c'est que j'ai bifurqué vers l'archivistique, la gestion documentaire, et je me destinais encore là à faire une carrière comme archiviste dans les documents historiques. Dès mon stage, je me suis rendu compte que les archives historiques, c'était pas pour moi. OK. Et il a fallu que je fasse une réorientation de carrière. Et c'est là que j'ai décidé d'aller en gestion des documents administratifs. Et là, j'ai travaillé comme commis à la numérisation, technicien en documentation. Et après ça, je suis rentré au ministère des Transports comme analyste en gestion documentaire. Et on a déployé un système de gestion électronique des documents, LiveLink d'OpenText pour ceux qui connaissent. OK. Et on l'a fait ça à travers l'ensemble de la province, donc dans chaque direction territoriale. Et j'ai fait ça pendant peut-être 2 ans. Et après, étant comme je suis, je n'étais pas capable de rester en place. Donc, j'ai quitté la fonction publique pour m'en aller dans des firmes de services conseil. Donc, la première fois, c'était un service conseil en génie civil. Et après, chez La Rochelle Groupe Conseil en TI. Donc, notre rôle était de déployer des solutions de collaboration, de gestion de contenu comme SharePoint, ce genre de choses-là. Donc, j'ai appris SharePoint chez La Rochelle. Et en 2014, si je me souviens bien, l'Association des archivistes du Québec m'a proposé le poste de directeur général. Donc, j'ai déménagé à Québec pour devenir le DG de l'AQ. OK. Et Donc, j'ai fait ça t'étais à Montréal auparavant, c'est ça? Oui, ben, j'ai été 4 ans à Montréal, 11 ans à Québec avant, donc j'ai voyagé un peu. OK. Et en 2014, je suis revenu à Québec. J'ai été DG 2 ans de l'AQ.
Et c'est en 2016, fin 2016, que j'ai décidé de partir mon entreprise. Donc, d'abord comme travailleur autonome en gestion d'information. Et après 9 mois, si j'ai bonne mémoire, je me suis incorporé. Et c'est là que j'ai embauché l'équipe et que j'ai développé à la fois le bureau de Québec et le bureau de Montréal. Donc, 9 mois pour accoucher d'une équipe, puis d'une entreprise un peu plus euh, avec une certaine pérennité, en fait, qui repose pas juste sur tes épaules, mais aussi sur une équipe de professionnels, là, dans le fond. Exactement. Donc là, tu sais, comme tu le mentionnais dans un des posts que tu as fait, on est 7 plus 2, 3 pigistes, tout dépendamment. Là. OK? Donc, et on est à Québec-Montréal. OK, donc t'arrives vraiment dans la perspective, tu sais, je veux pas être réducteur, là, mais gestion documentaire ou tu sais, processus informatisé ou numérisé. Tu arrives dans la perspective, dans cette perspective-là, pour travailler avec des entreprises. Donc, aujourd'hui, tes clients ou les clients de Chuck Echo, c'est quel type d'entreprise? Ben, je t'avouerai, en fait, on est dans les PME, mais majoritairement, c'est beaucoup la fonction publique. Avec la stratégie de transformation numérique du gouvernement, on est beaucoup soit dans les cégeps, en fait, dans le secteur de l'éducation, commission scolaire, on est dans les ministères et organismes beaucoup. OK. Et on a commencé à développer depuis l'an passé un créneau avec les PME. OK. Donc, on est autant dans le secteur gestion immobilière que dans le secteur service conseil. Là. OK. Donc, on est très peu dans le manufacturier, en fait. On est très, très bien positionné dans les services conseils, dans les entreprises de services. OK. Très bien. Je vois qu'on a 2 commentaires, puis j'essaie de... OK. Je vais aller voir apparaître. Ah, tiens, on a José Beauchesne qui est en ligne. Bonjour, José, qui nous écoute, ou en fait, qui nous visionne depuis Victoriaville, je crois. Ouais, qui vient de la même place que moi, d'ailleurs. C'est bon. Euh, euh, Très bien, je vais juste... je feuillette mes notes puis mes questions, là, dans le fond. Pourquoi... pourquoi, selon toi, là, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est en charge des opérations, qu'est-ce qui devrait l'amener à entreprendre sa transformation numérique? Quelles sont les bonnes raisons pour le faire? Ben, en fait, les bonnes raisons, c'est souvent des raisons économiques, des raisons de survie. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que les entreprises doivent se transformer pour être capables d'évoluer. Donc, souvent, c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de modèle d'affaires radical. Donc, on passe, dans les cas qui nous intéressent, souvent, on passe du papier vers l'électronique. Et souvent, le papier est tellement lourd que des PME deviennent carrément des petites bureaucraties et ça coûte énormément cher. Donc, il y a cet aspect-là et l'aspect marketing vient aussi en ligne de compte pour vendre leurs produits, se faire connaître, etc., etc. Je pense que c'est vraiment ça Donc, qui est le motif, en fait, de la transformation numérique. donc l'efficacité interne de l'administration en tant que telle, puis aussi un positionnement sur le numérique pour vendre plus, en fait, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. Oui, c'est ça, en fait. C'est tout le temps, chaque entreprise, un art de la guerre, c'est soit augmenter le chiffre d'affaires ou réduire les coûts d'opération. Là. Donc, souvent, c'est un peu ça. Et améliorer la qualité des services offerts à leurs clients, à leurs employés aussi. OK. Souvent, ça devient un moteur de rétention de personnel parce que les meilleures pratiques sont là. C'est des outils collaboratifs. On n'est plus avec Windows 7, avec Word 2003, ce genre de choses-là. Là. Donc, on passe à la nouvelle ère avec les nouvelles technologies. Ouais, ça, on le voit. Il y en a beaucoup qui martèlent le fait on est en période de pénurie de main-d'œuvre, puis que les gens doivent entreprendre une transformation numérique pour faire plus avec moins. Mais je pense qu'un autre aspect, ce que tu mentionnes, c'est important parce que dans le fond, d'avoir des outils numériques au goût du jour, c'est un très bon facteur de. En fait, ça aide beaucoup la rétention de personnel. T'sais. Si tu offres aux gens des outils adéquats pour travailler, euh, ben, tu as plus de chances de garder que ton concurrent qui le fait pas et qui fonctionne. Je sais pas comment dire, là, peut-être pas avec des classeurs. Analogique, disons. Analogique, ouais. Et je pense qu'un des éléments, c'est si on est capable de mettre en place ce type de solution-là, ben, la rétention va être là, mais ça va nous permettre de développer et de réduire les coûts
Et avec des solutions d'automatisation, ça va faire en sorte que les tâches qu'un humain va réaliser vont être des tâches beaucoup plus intéressantes que faire la saisie de données ou des choses comme ça. Ouais, c'est Donc, ça, vraiment de transformation numérique. d'enlever les, Les tâches. les tâches sans valeur ajoutée, là, dans le fond, effectivement, de recopier des données, faut pas dire que ça ajoute de la valeur beaucoup dans le processus. Exactement. José nous mentionne volume plancher, voûte, ressources humaines, performance. Je suis pas sûr de comprendre exactement ce qu'elle veut dire. Là, fait que José, peut-être qu'on t'inviterait à reformuler. En tout cas, moi, je suis pas sûr de suivre. En fait, José Brassard demande est-ce que les PME sont ouvertes à l'implantation d'un logiciel de GED? Ça me semble souvent difficile à vendre. En fait, oui. Mais de plus en plus, on voit que surtout les entreprises qui ont un besoin de conformité et d'exploitation d'informations, les solutions de gestion électronique des documents ont de plus en plus la cote. Et maintenant, c'est de plus en plus démocratisé. Par exemple, les solutions comme Office 365, Gmail ou Google Drive, ce genre de choses-là, avec le cloud, c'est de plus en plus démocratisé. Fait que les gens embarquent de plus en plus dans ce type de solutions-là. Et c'est positif. Et ça améliore la conformité souvent des entreprises. Ouais, fait que les entreprises qui sont certaines classifications d'ISO, par exemple, qui doivent avoir de la traçabilité sur toutes leurs transactions, certainement que pour ce type d'outil-là, ça doit être plus facile. Ça doit être plus facile à introduire parce que je pense que je rejoins un peu son point de vue. C'est pas n'importe quel PME qui a un besoin d'avoir un outil de gestion électronique de documents, quant à moi. Ah non, c'est clair. En fait, tout dépendamment le volume. Si on est 5-6 employés ou si on est des petites équipes, la valeur ajoutée n'est pas là. Ouais. Ça prend un certain volume de documents, de transactions qu'on fait à chaque mois, ce genre de choses-là, pour être capable de déployer une solution et d'investir dans cette solution-là. Sinon, le retour ne sera pas pertinent avant, si on n'a pas, mettons, 50, 60 employés ou 20 employés, c'est difficile de justifier le déploiement d'une solution comme ça. Ouais, effectivement. Charles, dans ta pratique, dans le fond, que tu as vécu à date et jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi les plus grandes problématiques que vous adressez dans ces organisations-là? Souvent, c'est vraiment... nous, on est très peu dans l'automatisation du marketing, ce genre de choses-là. On est vraiment dans les besoins opérationnels pour gérer l'information. Donc, trouver la bonne information, collaborer. C'est vraiment, au-delà du buzzword de collaboration, c'est vraiment ça le nerf de la guerre, d'avoir des outils de collaboration pour gérer efficacement les documents. Et pour moi, l'ennemi numéro 1, quand on nous appelle, c'est le papier. C'est vraiment ça qui amène des frustrations parce que dans les organisations, même si légalement et fonctionnellement, on peut conserver les documents et traiter les documents de manière totalement automatisée ou électronique, le papier, souvent on le perçoit comme un original et les gens vont avoir le réflexe encore d'imprimer. Et ça fait en sorte que quand il y a du papier, l'automatisation des processus est impossible parce que il faut tout le temps imprimer les documents. Donc, souvent, on est dans ce mode-là pour réviser les processus et identifier où on imprime du papier ou encore où on reçoit du papier, par exemple, de nos fournisseurs, de nos clients, et pour éliminer chaque poche de résistance de papier, si on veut, pour faire en sorte que ce soit électronique. Et après, on est capable d'avoir des solutions d'automatisation pour le traitement des factures, ce genre de choses. Okay. Donc, je pense que c'est la porte d'entrée, c'est tout le temps la consommation ou la production de papier qui est énorme. Ouais. Ça rejoint un peu ce que José avance. En fait, José disait, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut diminuer l'espace alloué aux archives papier, offrir des tâches plus stimulantes par l'automatisation et faire plus dans le même temps de travail. Je pense que c'est totalement en ligne. C'est intéressant quand même parce que moi, dans le secteur que je suis, donc je suis dans la sélection de systèmes principalement, puis la réalisation de plans numériques. Tu sais, j'ai vraiment pas... tu sais, c'est jamais un argument de vente pour moi en ce moment de dire on réduit le papier ou on
on implante ces systèmes-là pour réduire le papier. En tout cas, c'est pas arrivé à ce jour, mais je pense que ça dépend du type d'organisation avec lesquelles on travaille. Tu sais. Exactement, je pense que oui. Toi, tu étais beaucoup plus dans le secteur manufacturier où il y a une culture un peu plus papier, Ouais, je pense, et les gens voient moins la nécessité de passer à un mode électronique, peut-être. Je ouais, pense c'est que ça. c'est ça un des bloquants ou une des objections que les gens vont avoir avec le numérique, des fois, là, quand on veut passer à un mode sans papier. Ouais. Puis tu sais, en fait, moi j'ai euh, étrangement, j'ai travaillé aussi dans le domaine de la fabrication de papier, tu sais. fait que Ouais, fait que ça ne doit pas aider tu dans ce sors, tu peux milieu-là. non, c'est quoi, c'est tu peux sortir le gars du papier, mais tu sors pas le Tu peux pas papier du gars. sortir le papier du gars. Ah, c'est ça. Ça se Ben, peut. c'est ça. Non, non, mais en fait, tout ça pour dire que, ouais, effectivement, dans le manufacturier, le mindset historique, il est vraiment différent. Mais ceci dit, tu sais, on sent qu'il est en train de changer. Là. Oui, ben, puis souvent, on ne changeait pas parce que les solutions, soit qui n'étaient pas là ou n'étaient pas rendues à un certain point de maturité. Ouais, Parce que souvent, mettre en place une solution numérique ou l'utiliser prenait plus de temps que d'utiliser le papier. ouais, Fait que c'est là, ça. l'avantage n'était pas là. Mais là, de plus en plus, quand on fait des livraisons, ce genre de choses-là, on peut signer sur un iPad ou des outils comme Ouais. ça. Et souvent, c'était là, tu sais, les gars de maintenance, le transport de marchandises, il y avait beaucoup de papier pour les bons de commande, ce genre de choses-là. Donc, ça produisait beaucoup de papier. Et maintenant, on voit de plus en plus ça changer. Et ça devient dans les pratiques de normes ISO, si on veut, pour introduire le numérique, éliminer le papier beaucoup. Parlant des normes ISO, là, c'est ça, toi j'imagine tu l'as vu vous l'avez vu là, dans les clients que vous avez desservis. C'est quoi les secteurs où c'est le plus répandu, là, qu'il y a plus d'exigences d'un point de vue conformité? Ben, d'un point de vue conformité, nous, en fait, ça, c'est peut-être à cause de mon historique, là, mais le secteur de la construction du génie a énormément de règles à suivre et ils mettent en place des solutions de conformité, mais pour la gestion documentaire, pour bâtir les buildings, ou si c'est des routes ou peu importe, là, ils vont mettre en place des solutions pour assurer la conformité, le contrôle des documents, parce que souvent, ça fait partie de leurs normes qu'ils doivent respecter, OK. et de la reddition de comptes, et aussi de contrôler ou de réduire les risques de poursuite ou de litige judiciaire, en fait. Là. OK. Donc, ça prend des plans qui sont signés par un architecte, un ingénieur. Puis j'imagine qu'au courant des travaux, puis des inspections, tout ça, ils ont des contrôles à avoir. Puis il faut qu'il y ait une traçabilité de tout ça. Là. Exactement, c'est beaucoup ça la traçabilité. Et en gestion de projet, entre autres pour respecter les normes du PMI ou ce genre de choses-là, ben, il y a des solutions qui sont mises en place pour assurer le respect de ça. Et sinon, l'autre secteur, c'est tout ce qui est, en fait, c'est tout ce qui est relié aux ordres professionnels. Donc, comptable, notaire, même les CRHA, ce genre de choses-là. Quand ils offrent des services conseils, ils ont tous des normes, soit de tenue de livre ou des normes qu'ils doivent respecter pour gérer les dossiers clients. Donc, ça amène Un dans les potentiel. services Là. conseils ou dans les entreprises de services beaucoup de conformité et beaucoup de gestion documentaire. Ouais, fait que le potentiel est absolument énorme de ce côté-là. Là. Oui, c'est ça. Et nous, on est plus dans ce secteur-là et secteur de la construction, comme je disais. OK. Intéressant. Euh, question que j'ai pour toi, dans le fond, c'est quoi ta perception de ce qui freine la PME ou la grande entreprise au Québec à entreprendre sa transformation numérique? Écoute, il y en a pas mal. Là. Il y a beaucoup de choses qui freinent, mais je te dirais que l'objection principale, c'est vraiment la valeur perçue vs le coût de déploiement. OK? Les gens ne verront pas la nécessité ou vont trouver que ça coûte cher de mettre en place un ERP ou ce genre de solution-là et ils ne verront pas le bénéfice qui va être lié. Donc, souvent, c'est ça la grosse objection. Et dans certains cas, les gens, tu sais, le fameux, ça fait 30 ans qu'on fait ça comme ça, pourquoi on changerait? Là? On est bien dans nos vieilles pantoufles, on a notre clientèle qui est établie, on n'a pas besoin de changer. OK. Donc, quand il y a une obligation de changer, quand il va y avoir une urgence, là, ça va devenir important. Là, Un ils vont truc, mettre en ligne le site web. un truc légal ou un truc de conformité, puis là, ils n'ont pas le choix de le faire, fait qu'ils le font, ils le font en tant que tel. Là, tu sais.
Exactement. Je dirais plus que ça, la compétition vient nous jouer dans les, tu sais, jouer du coude, ce genre de choses-là. Là, on va voir l'importance de mettre à jour nos processus, d'avoir un site web, ce genre de choses-là. Là. C'est peut-être juste un parallèle. Tu sais, mon père a été actionnaire dans une petite compagnie de distribution alimentaire pendant longtemps et eux-mêmes n'ont même pas encore de site web parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Ils ont déjà leur clientèle qui est bien établie. Ils ont un numéro de téléphone. Les gens, c'est des restaurants. Eux-mêmes ne sont pas souvent très numérisés, très numériques. Donc, tout se fait encore par téléphone, par courriel. Ouais, puis je sais que c'est ça, les restaurateurs, ils ont certainement pas le temps de commander leurs trucs sur un site web ou de consulter ton catalogue. Ils sont super occupés. Les gens, j'ai déjà parlé avec une fille, ça remonte à l'été dernier, qui œuvrait auprès des restaurateurs en fait, c'est de la distribution de viande là, dans les Laurentides. Elle disait, écoute, ils sont tellement difficiles à rejoindre. Tu te présentes là-bas, tu as tout le temps l'impression d'être dérangé. T'sais. Fait que je comprends ce que tu dis, dans le sens que, effectivement, dans un secteur comme ça, ils n'ont pas perçu le bénéfice. Fait que pourquoi ils le feraient, t'sais? C'est ça. Et souvent, avant qu'il y ait un transfert de propriété ou un transfert d'entreprise à nouvelle génération, souvent, ça va être comme ça qu'ils gèrent depuis 30 ans. Donc, mais quand il va y avoir un changement de génération, là, on va commencer à avoir un peu plus à voir le bénéfice et à embarquer dans le changement. Ouais, Donc, c'est je ça. pense que souvent, c'est là où je vois où ça peut avoir un gain. Et c'est ça. Donc, changement de génération. Et José, sur le Facebook, mentionne aussi que les gens vont bloquer pour la sécurité. Surtout dans l'aspect infonuagique, non? Les gens vont avoir peur d'aller vers ce type de solution-là pour des questions de sécurité, des questions de confidentialité. Alors que alors que c'est probablement plus sécur que, Que leur propre serveur, tu sais, parce que faut savoir que les centres de données ils ont des normes à respecter en termes de standards de sécurité. Il y a des contrôles. Moi, j'ai déjà travaillé pour fait un contrat pour TELUS Santé dans le temps. Puis on avait on implantait une solution cloud dans un des centres de données. En fait, dans 2 centres de données de TELUS. Puis tu as énormément de contrôles à passer avant de pouvoir mettre une application en production dans ces centres-là. T'as un paquet de vérifications qui sont faites pour s'assurer que t'as pas de vulnérabilité d'un point de vue sécurité de l'information au niveau des intrusions ou tout ça. Là. C'est excessivement avancé de ce côté-là. Exactement. Et souvent, ce que je vois ces temps-ci, quand il y a des brèches de sécurité ou des ransomware ou ce genre de choses-là, c'est jamais sur les serveurs de Microsoft ou d'Amazon. C'est tout le temps sur des serveurs internes à l'organisation. Ouais, Donc, ça. souvent, les brèches de sécurité viennent comme ça. Et il y a beaucoup d'éducation à faire pour la sécurité, je pense, pour démontrer justement que le cloud, souvent, est plus sécuritaire. Mais encore là, il ne faut pas mettre toutes nos œufs dans le même panier, puis aller all-in vers une seule et même solution. Donc, c'est toujours bon de séparer, d'avoir plusieurs solutions infonuagiques et de ne pas mettre des backups sur le même serveur cloud que notre production, entre autres. Donc, pour assurer une sécurité. Ouais. Ben, ça, je l'ai vu dernièrement. Le backup et les données de production étaient cryptées, donc ils ne pouvaient plus fonctionner. Ils ont perdu des semaines de travail. Ouais, ça c'est malheureusement un cas. Je suis sûr qu'il est répandu. Je suis sûr que c'est ce qui est répandu. Je voulais revenir un peu sur le point que tu mentionnais. Dans le fond, les gens souvent perçoivent pas le bénéfice d'implanter des technologies. Je pense dans la PME, c'est assez répandu ça. Dans la grande entreprise, moi, l'expérience que j'ai, c'est que ils ont vraiment une culture de quand tu fais des projets, tu as un business case à monter. Il faut que tu sois capable de justifier pourquoi tu fais ce projet-là. Des fois, ça peut être des requis légaux, mais des fois, il y a vraiment un avantage sur ton efficacité. Puis, il faut que tu sois en mesure de justifier c'est quoi la réduction de coûts que ça entraîne. Puis, par le fait même, ben, tu justifies ton projet. Puis, remarque que c'est pas toutes les organisations qui mesurent les bénéfices réels après les projets, mais à tout le moins, il y a un exercice d'anticiper ou de justifier ton projet par
par un business case. Ouais, et en fait, souvent, ce que je vois, c'est qu'on va identifier des KPI, donc tu sais, les indicateurs de performance, mais après, ils ne seront pas mesurés. Où il n'y a pas de moyen clair de mesurer tu sais, le succès d'une initiative parce que les gens ne monitoreront pas, par exemple, l'utilisation que font les employés d'un système de collaboration ou un système de comptabilité pour voir jusqu'à quel point Il on est pousse utilisé. l'utilisation. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est. Il y a une différence entre l'intention puis la Puis le justification. résultat, en Ouais, puis fait. le résultat, ouais, effectivement. Euh, Exactement. pour toi, Charles, c'est quoi les plus grands mythes de la transformation numérique là, dans l'entreprise au Québec? Ah, écoute, celui que j'ai, là, qui revient tout le temps, là, c'est en numérisation. On a juste à numériser, puis mettre ça sur un serveur, puis tout est réglé. Tu sais, l'affaire va être ketchup, là. Souvent, c'est ça le plus grand mythe. Tu sais, puis ça va prendre 5 heures, on numérise 2000 boîtes. Là. Tu sais, souvent, c'est un peu ça qui arrive. Et souvent, on arrive dans une entreprise où les gens ont numérisé, mais en mettant pas d'OCR et en appelant les PDF qui en sortent 1, 2, 3, 4, 5 avec un numéro hyper générique, là, un nom OK. générique. Ça fait en sorte que les documents sont perdus et ne sont même pas exploitables. Donc, il faut faire un travail de retraitement, de nommage des fichiers, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est un des mythes qu'on voit beaucoup. Que c'est facile à mettre en place, qu'on a juste à mettre en place de la quincaillerie, puis tout va se faire tout seul. La pensée magique. Exactement. Et encore là, ça, c'est ceux qui veulent embarquer, mais aussi ceux qui ne veulent pas embarquer. Le mythe, ça va être que c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, il faut mettre beaucoup trop d'investissement. Il faut avoir des solutions d'Oracle pour que ça marche. Mettons, pour le ERP, on n'est pas. Tandis qu'on pourrait avoir un plus petit ERP puis ça fonctionnerait. Puis souvent, c'est vraiment un peu l'attitude. On veut avoir la Cadillac, mais sans avoir besoin de la Cadillac. La Civic ferait très bien le travail pour commencer à travailler, le vélo, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Ça, c'est tout le temps une question de. Ouais. Il y en a qui veulent se payer la Cadillac, mais ils n'en ont pas réellement besoin. Là. Exactement. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup trop d'investissements de mis. Il va y avoir des échecs. Et souvent, quand tu vis 1, 2, 3 échecs de déploiement de solutions, ben, tu vas devenir réticent. Tu ne voudras plus mettre en place de nouvelles solutions parce que dans ta tête, les solutions qu'on met en place ne marchent jamais. Donc, souvent, c'est un peu ça le frein ou un des mythes qu'on peut avoir. Ouais, ouais, ok. Très Puis bien. surtout, je pense que, je sais pas, j'ai vu un article, je pense, de toi passer justement dernièrement. Tu sais, la transformation, ça reste un buzzword. Là. Mm. Puis souvent, les gens vont percevoir ça comme un, un pitch marketing pour nous revendre les mêmes affaires continuellement, puis faire en sorte qu'on dépense d'argent vers des bébelles qui servent à rien. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la carte du bullshit bingo. Exactement. Ah oui, ben effectivement, tu t'as envoyé ça hier, je pense. Ouais, c'est. Fait que ça, c'est un mythe persistant. Et même, à un tel point que on réfléchit actuellement à l'interne à enlever transformation numérique de Chuck Co, du nom d'entreprise. Ah ouais? Parce qu'on sent que c'est un buzzword qui va s'essouffler à un moment donné. Et il faudrait trouver un nom qui dure plus dans le temps, en tout cas, c'est ça, c'est à tel Ouais. point, pour montrer à quel point c'est un buzzword qui parfois commence à irriter. Ouais, mais il est peut-être pas. Tu sais, il est peut-être moins fort que 4.0. là. Tu sais, je veux dire, Peut-être. si c'était Chuck Chuck Echo 4.0. 4.0, ça ferait un peu. En tout cas, c'est Ouais. ça. Comme Chuck 2000, tu sais, exactement la même Ouais, affaire. euh, Donc, je c'est- pense que c'est un peu ça le mythe. Là. Et souvent, le mythe qui est persistant, c'est qu'on a encore besoin d'avoir les originaux papiers pour gérer au quotidien une entreprise. Là. Puis ça, c'est plus vrai. Là. Souvent, les barrières, c'est des barrières administratives pour imprimer le papier. ok. Charles, dans les projets que tu as faits récemment ou dans le passé au niveau de la transformation numérique, c'est quoi selon toi les impacts réels que tu as pu avoir sur ces entreprises-là? Ben, en fait, tu sais, souvent, quand on commence, tu sais, on a un processus très défini. On commence par les diagnostics, la collaboration, la révision des outils de gestion documentaire. Et souvent, le bénéfice, c'est une réduction du temps de traitement
du personnel. Donc, traitement documentaire, recherche documentaire. Quand c'est numérique, on peut sauver facilement 20-30% du temps de quelqu'un par semaine. Ça, c'est un des bénéfices quand même très tangibles. Et ça, dans l'entreprise privée, ça se vend bien, si on veut. Là. Ben, dans le public, c'est moins important comme métrique. Mais nous, c'est vraiment la réduction des espaces de travail. Des espaces dédiés au papier. OK. Donc, on est capable dans un projet, littéralement, on a sauvé à l'entreprise 20 000 $ par année en entreposage de papier. Donc, c'est des choses qu'on est capable de chiffrer. C'est très technique ou très mécanique. C'est Ouais, pas mais comme économie de coût, mais c'est quand même important. Donc, ouais. on pourrait passer de 5 000 pieds carrés à 2 000 pieds carrés juste en sauvant de l'espace papier, ce genre de choses-là. OK, fait que c'est ça. Mais, c'est important parce que les projets, ils se justifient sur des bénéfices tangibles, qu'on peut mesurer. Les bénéfices intangibles, souvent, ils viennent appuyer la justification, mais on peut rien mesurer de concret là-dessus. C'est comme toi, dans le sens que si tu réduis, ils n'ont plus besoin d'un espace de 2000 pieds carrés pour stocker tous leurs documents, ben, c'est un bénéfice réel. Là. Exactement. Et souvent, ben, dans l'automatisation, quand on peut mettre en place de la signature numérique ou le traitement des bons de commande ou des factures fournisseurs, ben, dans certains cas, ça peut sauver l'équivalent d'un temps complet d'une personne Ah ouais, qu'on c'est peut ça. replacer ailleurs à faire des tâches avec une plus grande valeur ajoutée. Ouais. Donc, souvent, c'est un peu ça qui aide. C'est les résultats tangibles qu'on a et l'amélioration de la sécurité, la collaboration. La collaboration, c'est tout un aspect difficile à identifier ou à évaluer, jusqu'à quel point on améliore la collaboration. Mais dans des solutions comme Slack ou des solutions de messagerie, ben, on réduit à peu près de 50 à 70% le volume de courriel qui est envoyé par jour. Tu connais un peu Slack? Oui, ben en fait, on ne l'utilise plus. On l'utilisait à nos débuts, mais là, on est passé à autre chose. Là, OK. mais oui, Peux-tu, peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, expliquer un peu ce que ça fait parce que c'est un outil qui est quand même. Ce type d'outil-là se répand de plus en plus. Puis, en fait, quant à moi, il y a pas assez de monde qui connaissent ça, pas assez d'entreprises qui connaissent ça. ouais, ben en fait, Slack, à la base, c'est un outil de messagerie instantanée pour les entreprises. Donc, on est capable de créer des canaux de communication, des channels pour communiquer en fonction de nos projets ou nos mandats. Et ça permet d'ajouter des robots, des petites applications pour automatiser certaines tâches, par exemple avec Zapier ou ce genre de choses-là, là, pour être capable de communiquer efficacement. OK. Et dans la petite histoire, ben, Slack est apparu et quelques temps plus tard, ben, Microsoft a décidé d'embarquer dans ce type de solution-là et a sorti Teams. Et ça fait en sorte que il y a vraiment une compétition entre les deux, vraiment intense pour les deux solutions. Et nous, c'est ce qui nous a fait passer à Teams parce que notre contenu où on déposait nos documents, on utilisait SharePoint et Office Online. Là. Ouais, là, Donc, tu on veux. a décidé de centraliser toute la collaboration, les communications à travers le même outil. Et depuis que Skype est intégré à Teams, ben, ça a fait en sorte que ça donne une plus-value à utiliser le même outil. Ouais, il y a beaucoup de mouvements vers Microsoft Teams en ce moment, moi, dans ce que j'observe. Puis, c'est beaucoup d'entreprises qui vont vers cet outil-là. Ouais, et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux clans, soit Trello et Slack qui sont ensemble, et Teams et SharePoint et Office 365 de l'autre côté. Souvent, c'est les deux. Ben, tout ce qui est Atlassian, en fait, là, tout ce qui est Confluence, ce genre de choses-là, Ouais. Trello et tout ça. Et par la bande, ben, Zoho, Gmail et tout ça. Et de l'autre côté, Microsoft. C'est vraiment deux clans qui s'affrontent continuellement. Là. Donc, nous, OK. on a choisi notre camp pour l'interne. On utilise Office 365. OK. On a une question de José Brassard qui demande est-ce que ça vaut la peine de numériser des documents qui auront une fin de vie à moyen terme? Euh, tout dépendamment, ça c'est une bonne question. Là. Si les documents meurent dans 2 ans, puis qu'il n'y a pas de problème d'espace, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Il faut vraiment qu'il y ait un gain d'efficacité. Mais dans certains cas, les gens vont vouloir numériser pour être capable
de mettre ça tout seul dans un même système et de pouvoir économiser l'espace. Donc, tout dépendamment, ça peut valoir la peine, mais il faut vraiment voir le volume. Est-ce que c'est soit une question de volume, une question d'espace, une question d'efficacité? Souvent, c'est les 3 variables que moi, je regarde pour voir si ça vaut la peine. OK. Charles, ça fait déjà 35 minutes qu'on discute. On a dépassé un peu notre temps, mais je Vraiment pense... désolé. Ah là, mais c'est un plaisir. Je pense que c'est correct. Euh, Est-ce que tu as, dans les différents experts ou références, est-ce que tu en as à nous recommander à suivre sur LinkedIn, sur Facebook ou ailleurs? Euh, ça, en fait, dans les experts, évidemment, tu sais, il y a évidemment toi qui écris beaucoup sur LinkedIn. En fait, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je me suis mis à te suivre dans ce que tu écrivais. Dominique Pilon, que tu as reçu également. Sinon, côté sécurité, en fait, c'est Cédric Thibault de Égide KPMG OK. qui publie, qui participe beaucoup à la question sécurité des données. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très bien à suivre pour ça. Sinon, dans le milieu, il y a aussi les gens d'Aerosoft qui commencent à travailler sur l'intelligence artificielle. Donc, ça commence à être super intéressant ce qui se développe dans le milieu d'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment là où on s'en va dans les robots, dans l'automatisation. C'est vraiment qui est un aspect important. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, tous les chatbots de support, c'est en train de rentrer partout, là. Exactement. Qui sont capables de détecter c'est quoi ton problème, puis qu'est-ce que tu veux. Puis t'offrir les choix là-dessus. Et les gens de AD à Montréal font ça aussi, développent c'est HEYDAY, si j'ai bonne mémoire. Là. Et eux ont développé des trucs avec Patrick Morin, la quincaillerie, ce genre de choses-là. Donc, c'est intéressant de les suivre pour voir les développements par rapport à ça. OK. Intéressant. En terminant, est-ce que tu as quelque chose à promouvoir? On va faire comme à la TV, là, tu sais, comme... je sais pas, en direct de l'univers ou n'importe quoi. Là. Est-ce que tu as quelque chose à promouvoir auprès de nos gens ou une annonce à faire ou... on invite évidemment tout le monde à s'abonner à ton profil sur LinkedIn ou à t'ajouter, mais en dehors de ça... En fait, nous, on a des webinaires à chaque mois, un peu comme la formule que tu fais, mais avec Zoom. Là, donc, on fait ça à chaque mois. Et le prochain va avoir lieu le 5 mars prochain. Donc, simplement vous abonner pour avoir des nouvelles par rapport à ça, voir notre contenu. Et on offre des formations assez régulièrement également. Je n'ai pas l'horaire sous la main, là, mais allez sur notre site web si jamais il y a des formations qui vous intéressent. Oui, c'est ça. En fait, moi, il y a 2 semaines, j'ai assisté à celle sur QuickBooks Online que je connais pas beaucoup. En fait, j'ai travaillé avec Quicken dans le temps beaucoup. Puis, tu sais, QuickBooks, c'est un peu bâti là-dessus. Là. Une version. Ça, c'est bon. En fait, une version un peu plus pimpée, comme on dit, là, plus solide. Mature. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Quicken, c'est vraiment la solution plus personnelle. Il y avait une niche travailleur autonome, mais là, ça se retrouve plus c'est QuickBooks vraiment. Ouais. Charles, je te remercie énormément de ton temps passé avec nous ce matin. C'est super, super gentil, super agréable. C'était une belle discussion, un bel échange. Puis merci de m'avoir invité. Ouais, puis j'en profite aussi pour annoncer notre prochain invité qui va être Michael Albo. Donc la semaine prochaine, Michael Albo est un spécialiste de l'analyse de données. Je vous invite fortement à assister à cette rencontre-là. Ça risque d'être très très intéressant et captivant. J'ai connu Michael. En fait, on a échangé à quelques reprises. On discute d'un certain projet ces temps-ci. En fait, ça va probablement débloquer, mais je sais pas quand. Mais je pense qu'il va nous apporter une analyse, une réflexion très intéressante sur l'analyse de données puis le potentiel d'application dans tout le 4.0, en fait, dans tout le monde numérique vers lequel on s'en va inéluctablement. C'est bon. Bon, mais
Super, on va terminer direct. Je vous remercie tout le monde de votre présence et de votre intervention. Évidemment, cette vidéo-là va être disponible en différé sur Facebook, mais aussi sur YouTube dans quelques minutes. Alors voilà, prochain rendez-vous la semaine prochaine. Simon, merci tout le monde. Merci.